Bonjour et bienvenue à cette classe virtuelle qui marque le début de la préparation à distance des évaluations pour les projets échanges scolaires Erasmus+. Nous sommes 3 chargés de projet au pôle partenariat en charge du secteur des échanges scolaires, Marie-Claire Maté, Noémie Pipre et moi-même Sandra Ménard. Cette présentation se déroulera en 3 parties. Dans un premier temps, nous parlerons du contexte de la mission d'évaluation, puis nous aborderons le cadre de l'action échange scolaire Erasmus+, et enfin, nous vous donnerons quelques conseils pour l'évaluation des dossiers. L'agence met à votre disposition un certain nombre de ressources sur lesquelles vous pourrez vous appuyer tout au long de la période d'évaluation. Ces documents sont disponibles et consultables via les liens qui vous sont rappelés à la fin de cette présentation à la diapo 21. Vous disposez également d'outils numériques tels que la plateforme des évaluateurs que vous connaissez et qui est un outil de communication avec l'agence, ainsi que la plateforme OIT qui est l'outil d'évaluation sur lequel vous reporterez vos commentaires et notations. Une présentation détaillée sera faite lors du briefing les 16 et 17 avril prochains. Nous allons maintenant aborder vos missions ainsi que les attentes de l'agence. En tant qu'évaluateur, votre rôle est d'accompagner l'agence dans la sélection de projets de qualité, de réaliser les évaluations à distance via la plateforme OIT, d'abord de manière individuelle puis en binôme dans les délais impartis, de noter et rédiger des commentaires neutres respectueux du candidat et qui s'appuient sur les critères de la grille d'évaluation, d'être impartial et de respecter les clauses de confidentialité, et enfin, d'apporter des conseils au candidat pour qu'il améliore son projet, à savoir les points forts, les axes d'amélioration des points faibles identifiés et les recommandations. Afin de vous accompagner dans cette mission, un expert référent sera chargé d'encadrer un groupe d'évaluateurs. L'expert référent sera la personne ressource pour toutes les questions relatives à l'action, les instructions, la notation, les commentaires, etc. L'expert animera le briefing et sera disponible à distance pendant l'évaluation. Il vérifiera la conformité des commentaires par rapport aux attentes de l'agence. Cette année, les experts référents sont au nombre de 10 et vous seront présentés lors de la journée de briefing. Dans le cadre de la préparation à distance, vous pourrez vous appuyer sur cette classe virtuelle enregistrée qui concerne l'action échange scolaire Erasmus+, et sur la présentation PowerPoint générale des partenariats stratégiques dont le lien vous sera communiqué à la diapo 21. Nous prévoyons un temps d'échange virtuel d'1 heure, le 5 ou 6 mars, la date reste encore à définir, pour répondre à vos éventuelles questions. Un formulaire de candidature test à évaluer en amont de la session de briefing vous sera envoyé le 6 mars. Ce dossier test fera notamment l'objet d'une analyse collective lors des ateliers sectoriels de la session de briefing. Le dossier test devra nous être retourné le 27 mars au plus tard, afin de nous permettre d'envoyer toutes vos grilles d'évaluation aux experts référents qui animeront avec nous le briefing. La session de briefing des évaluateurs des projets de l'action Clé 2 est obligatoire. Pour les échanges scolaires, elle a lieu du 16 au 17 avril 2020 à Bordeaux, en format lunch to lunch, c'est-à-dire à partir du 16 avril de 13h30 à 17h jusqu'au 17 avril de 8h30 à 13h30. L'ordre du jour de cette journée d'information vous sera communiqué prochainement. La période d'évaluation individuelle aura lieu du 17 avril au 11 mai. Ensuite, du 11 au 17 mai, vous devrez commencer la consolidation à distance. Toutes les consignes seront précisées par votre expert référent au moment du briefing. Votre participation en présentiel à la session de consolidation des évaluations se tiendra les 18 et 19 mai 2020 de 9h à 18h à Bordeaux. Nous vous rappelons que votre présence est obligatoire. Les experts référents auront jusqu'au 7 juin pour relire vos commentaires. Pendant cette période, vous devrez donc être disponible pour tout changement qui pourrait intervenir sur vos évaluations. Les échanges scolaires Erasmus+ ont remplacé les anciens partenariats entre établissements scolaires uniquement. Ces projets permettent de travailler sur une thématique commune avec un ou plusieurs établissements en France et en Europe. Il doit y avoir au minimum 2 établissements scolaires de 2 pays membres du programme et 6 au maximum. La durée de ces projets peut varier de 12 à 24 mois et jusqu'à 36 mois s'il y a des mobilités longues dans le projet. Ces projets concernent les équipes éducatives d'établissements scolaires. Il s'agit ici du personnel enseignant et non enseignant, c'est-à-dire personnel de direction, administratif, intendance, etc., ainsi que leurs élèves de la maternelle au lycée, toutes filières confondues, lycée d'enseignement général, technique et professionnel,
Attention cependant, les BTS ne sont pas éligibles. Ces projets permettent des échanges et des rencontres mutuellement enrichissantes entre collègues d'établissements scolaires et élèves européens. Selon la stratégie que la Commission européenne met en place, diverses priorités sont établies. Les projets de partenariat Erasmus+ doivent répondre aux priorités européennes. Ces priorités traduisent la politique européenne d'éducation et de formation. Les projets doivent en effet cibler au moins une priorité et jusqu'à 3 maximum. Les priorités déterminent également à qui s'adressent les résultats du projet et définissent donc le secteur. Pour le public ciblé, il s'agit essentiellement des élèves et des personnels des établissements scolaires. On s'appuie sur ces priorités pour déterminer dans quelle mesure le projet est pertinent, ce qui correspond au critère 1 de la grille d'évaluation. Ainsi, on distingue deux types de priorités. D'une part, les priorités horizontales qui sont transverses à tous les secteurs et sont au nombre de 9, et d'autre part, les priorités sectorielles propres à chaque secteur qui sont au nombre de 8 pour le secteur scolaire. Les projets doivent répondre à au moins une priorité horizontale ou une priorité sectorielle. Les objectifs spécifiques du projet doivent être liés aux priorités de l'action. Si le projet ne répond pas aux priorités de la Commission européenne, il obtiendra une note éliminatoire aux critères pertinence du projet et ne pourra être sélectionné. En tant qu'évaluateur, vous devrez donc être attentif à ce point. Vous découvrez maintenant à l'écran les priorités européennes horizontales pour 2020. Elles sont au nombre de 9. Nous n'allons pas les lire maintenant. Nous vous laissons le soin de tranquillement en prendre connaissance en vous référant aux pages 110 et 111 du guide du programme. Il est à noter deux nouvelles priorités cette année qui sont valeurs communes, engagement civique et participation et objectifs environnementaux et climatiques. Vous le constaterez, ces priorités sont très variées. Si le candidat choisit l'une d'elles, il devra démontrer clairement dans sa candidature que le projet aura un impact réel sur le secteur de l'enseignement scolaire. De la même manière, vous découvrez à présent les priorités spécifiques au secteur de l'enseignement scolaire pour 2020. Elles sont au nombre de 8. À noter ici l'ajout de 3 nouvelles priorités pour cette dernière année de programmation. Ces nouvelles priorités sont renforcer les profils des métiers de l'enseignement, accroître les niveaux de réussite et l'intérêt pour les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, et mettre en place des systèmes d'assurance qualité solides pour une éducation inclusive de qualité. Pour une lecture complète de l'ensemble des priorités, nous vous renvoyons à nouveau vers le guide du programme, page 112 cette fois-ci. Nous vous invitons enfin à lire les priorités des autres secteurs éducatifs afin d'avoir du recul et de mieux appréhender les priorités du secteur scolaire. Parmi ces priorités, l'agence peut accorder plus d'attention à celles qui sont particulièrement pertinentes dans le contexte national, à savoir l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société, la lutte contre le décrochage scolaire, le développement des compétences, compétences transversales, compétences clés et prévention de l'illettrisme, et enfin le rôle de l'éducation dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transition environnementale, ce qui correspond aux thèmes 6 et 7. Les candidats qui traitent une de ces 4 thématiques dans leur projet et qui l'explicitent dans le formulaire de candidature obtiennent 3 points supplémentaires à l'évaluation aux critères pertinence du projet. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette présentation qui porte sur la méthodologie et les instructions pour l'évaluation. Selon le guide des évaluateurs, je cite, « Les évaluateurs ont un rôle important à jouer car ils doivent fournir une évaluation précise, cohérente, impartiale et équitable des candidatures conformément aux objectifs de l'action et aux priorités définies pour l'action et le domaine concerné. » Voici quelques conseils qui vous permettront d'appliquer la meilleure méthodologie possible lors des évaluations des candidatures. Il vous faut avant tout considérer la grille d'évaluation détaillée spécifique à l'action K229 Échange scolaire Erasmus+, comme seul référentiel. Vous devez toujours vous y référer afin d'assurer une évaluation objective des candidatures et d'éviter ainsi les jugements de valeur. Suivant le principe déclaratif, seule la candidature et ses annexes doivent être évaluées. Il est inutile d'aller chercher des informations supplémentaires en dehors de ces documents. Notez que la candidature doit comporter au moins une annexe obligatoire, la déclaration sur l'honneur. D'autres annexes doivent venir compléter la candidature autant que possible.
Il faudra veiller ensuite à procéder à une lecture globale du formulaire. En effet, l'ordre des parties dans le formulaire de candidature ne correspond pas strictement à celui des critères d'évaluation. Veillez également à garder à l'esprit le principe de proportionnalité. En effet, pour le secteur scolaire notamment, il convient de se rappeler que les établissements et les projets sont de taille moindre comparés aux projets multibénéficiaires. Vous devrez réaliser l'intégralité de l'évaluation du dossier, même si un des critères n'obtient pas la moyenne requise. Il vous faudra utiliser impérativement le barème de notes disponible dans le guide des évaluateurs. Il convient également de prendre en compte l'ensemble des ressources disponibles, c'est-à-dire la fiche candidat échange scolaire Erasmus+, le formulaire commenté, le guide du programme et des évaluateurs et le bulletin officiel de l'éducation nationale. En cas de doute, rapprochez-vous de l'expert référent auquel vous serez rattaché. Voici un rappel des 4 grands critères d'évaluation issus de la grille d'évaluation spécifique aux échanges scolaires Erasmus+. Premier critère, pertinence du projet. Il s'agira d'évaluer par exemple si la candidature est pertinente en termes d'objectifs, de priorité d'analyse des besoins du secteur, de résultats et de dimension transnationale du projet. Deuxième critère, qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet. On se demandera ici par exemple si les activités sont adaptées aux besoins, si elles sont réalistes, bien planifiées dans le temps et permettront la réalisation des objectifs du projet. On se demandera également comment seront sélectionnés et préparés les participants aux activités d'enseignement, de formation et d'apprentissage. Est-ce que le partenariat prévoit des outils et une méthodologie adaptée pour garantir une bonne mise en œuvre du projet? Est-ce qu'il utilise e-twinning, etc., etc. Troisième critère, qualité de l'équipe projet et des modalités de coopération. Il faudra notamment évaluer si les partenaires ont les qualifications requises pour garantir la mise en œuvre du projet et de ses activités. Si la répartition des tâches entre les partenaires est équilibrée, si le partenariat accueille des nouveaux venus, c'est-à-dire des établissements qui n'ont jamais fait de projet Erasmus, et enfin si les plateformes eTwinning et School Education Gateway sont utilisées dans le cadre du projet. Dernier critère, impact et dissémination. Il s'agit ici de mesurer l'impact du projet en s'assurant notamment que les indicateurs ont bien été définis et qu'ils traduiront aussi bien l'impact sur les participants que sur des groupes ou organismes qui ne s'inscrivent pas directement dans le cadre du projet. Il s'agira également d'évaluer le plan de dissémination et comment il prévoit de diffuser les résultats du projet. Enfin, notez que pour être prise en considération en vue d'un financement au titre du programme Erasmus+, une candidature soumise à l'Agence nationale doit obligatoirement, dans un premier temps, obtenir une note globale supérieure ou égale à 60 sur 100 et dans un second temps, obtenir au moins la moitié des points attribuables pour chaque critère. Je m'explique. Par exemple, si une candidature obtient moins de 15 points dans la catégorie pertinence du projet, elle ne pourra pas être prise en considération pour l'allocation d'un financement, et cela même si elle comptabilise au total plus de 60 points sur 100. Vous pouvez voir ici le barème de notation appliqué dans le cadre des évaluations des candidatures Erasmus+. Selon la note attribuée entre 0 et 100, le projet s'inscrit dans l'une des 4 catégories de notation: faible, acceptable, bien, très bien. Il est important que la note et les commentaires issus de l'évaluation du projet soient cohérents avec le barème de notation donné ci-dessus. Si globalement les critères de notation viennent à inscrire le projet dans la catégorie bien, la note du projet ne peut donc pas se situer au-delà de 85 points ou en dessous de 70 points. Vous devrez donc appliquer ces dernières consignes lors de l'évaluation individuelle du dossier test. Cet exercice autour du dossier test va vous permettre de vous approprier l'un des outils cadres de l'évaluation, à savoir la grille d'évaluation. Ce dossier test sera mis à disposition le 6 mars 2020. Pour réaliser cet exercice, il est impératif de s'appuyer sur les documents suivants: le formulaire, les annexes, le programme, le guide du programme et la grille d'évaluation. À partir de ces derniers, vous allez attribuer dans un premier temps des notes par critère, accompagnées de commentaires étayés. Dans un second temps, vous rédigerez un commentaire final résumant les points forts, les axes d'amélioration des points faibles identifiés et les recommandations. Cette évaluation individuelle devra être remise pour le 27 mars 2020, dernier délai. Lors du briefing à Bordeaux
le 16 et 17 avril 2020, toutes les évaluations individuelles du dossier test seront mises en commun et aboutiront à une notation globale harmonisée. Elles permettront de faire émerger un niveau standard de qualité de rédaction des commentaires. Ce rendez-vous sera également l'occasion pour chacun de partager ses pratiques d'évaluation ou encore les difficultés rencontrées. Nous reprenons aussi sur cette diapositive les dates clés et les délais respectés dans le cadre de votre mission d'évaluation. Et puis vous retrouvez également ici l'ensemble des liens que nous avons cités tout au long de cette présentation qui vous permettront d'accéder aux documents ressources. Je vous remercie pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver à Bordeaux.